Mickaël, la première question que je souhaite te poser, c'est quand la première fois dans ta vie que tu t'es posé la question du sens de la vie? Alors, je me suis posé la question la toute première fois, je devais avoir à peu près 8 ans, entre 7 et 8 ans. Si tu veux, ma maman et mon beau-père n'étaient pas trop dans le oui, le sens de la vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils avaient une définition bien à eux. Et en fait, je me suis aperçu que ben, moi, j'avais pas du tout cette définition-là. La vie, pour moi, n'était pas que travail, parce que bah, forcément, avec les anciens, hein, travail, 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 et puis il faut se taire, faut rien dire, et puis pour eux, le sens de la vie, c'était faut travailler, faut gagner de l'argent, faut amasser de l'argent, en mettre un petit peu de côté, et pour moi, c'était pas du tout ça, en fait, le sens de la vie. Oui, c'est-à-dire que tu as eu cette, j'allais dire confrontation, mais c'est cette rencontre finalement avec le sens de la vie de tes proches, et tu t'es vraiment posé la question. C'est étonnant, dès l'âge de 7 8 ans, tu avais cette conscience déjà qu'il y avait alors, est-ce que c'était posé comme ça au niveau des croyances, au niveau de comment on pouvait envisager simplement la vie? Alors, déjà, moi, il faut savoir que depuis l'âge de 7 8 ans à peu près, je vois les énergies, je vois des choses tout autour de moi et je pensais que c'était totalement normal par rapport aux autres. Bah oui, parce que bah, vu que moi je les voyais, je me disais tout le monde les voit. Et bah, on en parlait juste avant, le manque de communication avec les gens. Je n'ai jamais osé poser cette question. Et au moment où j'ai posé cette question à ma maman, elle m'a dit, mais non, mais ça n'existe pas. En fait, je me suis aperçu, bah, je devais, oui, avoir 7 8 ans, je me suis aperçu que bah, les gens ne voyaient pas les choses tout autour et que bah, ils avaient une conception de la vie par rapport à leurs yeux. Si on voit quelque chose, forcément, on croit. Alors que non, il y a tellement d'autres possibilités. Ce que l'on ne voit pas existe aussi. Les énergies, tout est composé d'énergie. Et à partir de là, j'ai commencé, par exemple, à m'intéresser à tout ce qui était physique quantique et tout ça. D'accord, donc effectivement, je suppose que l'expérience à 8 ans de voir l'énergie, ensuite un peu plus tard sans doute de se poser la question si tout le monde voyait finalement la même chose que moi, c'est quand même deux réalités différentes pour le coup. Là, c'est là qu'il y a un fossé peut-être qui s'est créé avec les autres, hein, je pense, dans la façon de voir le monde aussi. Oh que oui, il y a un gros, gros fossé, puisque de toute façon, dès l'âge de 7 8 ans, bah, j'étais tout le temps tout seul parce que bah, j'avais une autre conception des choses. Je ne m'intéressais pas du tout aux mêmes choses. Et donc, bah, forcément, il y avait un énorme fossé entre moi et mes copains de classe ou mes copines de classe. Et j'étais tout le temps avec les gens beaucoup plus âgés que moi qui avaient une autre réflexion, en fait, sur les choses. Il y a cette maturité, cette recherche en fait hein, qui était présente. Euh, Tu parles d'énergie, comment ça se matérialisait pour toi, comment tu voyais les choses? Est-ce que tu pourrais essayer de nous décrire un petit peu les perceptions? Oui, bien sûr. Alors, je voyais des couleurs autour des gens, donc ce qu'on va qualifier aujourd'hui d'aura. Je voyais des couleurs autour des gens, je voyais des choses un peu plus sombres accrochées aux gens. Je voyais comment dire, comme des voiles gris noir qui s'accrochaient autour des gens. Et en fait, bah, j'en ai conclu quelques années plus tard que bah, c'était ce que moi je qualifie comme dissonance énergétique. Beaucoup parleraient d'entité ou des choses comme ça, mais en fait, des dissonances simplement énergétiques. C'est-à-dire que pour moi, quand tu décèdes, quand une personne décède, eh ben, son corps reste ici et son énergie, en fait, eh ben, retourne à l'état d'énergie, donc s'en va. Mais si tu as du mal, par exemple, à faire le deuil d'une personne, tu fais appel à ces énergies. Et ces énergies, bah, si tu n'as pas fait le deuil des gens, bah, ces énergies restent parce que bah, tu y fais appel. Donc, bah, ça se qualifie par des choses à peu près, enfin, à peu près, par des choses grisâtres, des voiles grisâtres qui sont là, ou quelquefois beaucoup plus marquées, en fait, comme des silhouettes. D'accord. Et donc oui, tu as cette perception très tôt finalement de cette vie après la mort, de cette vie qui est la poursuite, hein, une vie qui se poursuit après le décès du corps physique. Quand même, déjà, ça c'est une différence quand même qui est importante hein, dans la conception de la vie, avec ceux qui considèrent que la vie s'arrête au moment où le corps s'arrête, hein. Tout à fait. Et c'est pour ça que je te dis que j'avais une autre conception des choses.
puisque très tôt, en fait, je me souviens d'un rêve qui m'a énormément marqué. Euh, il est tard, je suis dans ma chambre, hein, j'ai 7-8 ans, et il y a, on va dire, quelqu'un qui s'assoit à côté de moi, sur mon lit, et qui me caresse les cheveux. Donc forcément, 7-8 ans, bah, pris un petit peu de peur, j'allume vite la lumière, et je regarde autour de moi, personne. Donc, effrayé, je me mets sous mes couvertures, tout ça. Et au moment où je commence à me rendormir, eh ben, il y a quelqu'un qui me touche les cheveux. Et là, j'ouvre les yeux et je vois quelqu'un de bleu, enfin, quelqu'un entouré de bleu blanc, et qui, en fait, me dit, ne t'en fais pas, tout ira bien, je veille sur toi. Chose complètement folle, c'est que je ne voyais pas la tête de la personne avec mes yeux, mais par contre, mon cerveau analysait exactement les traits de la personne. Je peux la décrire, et d'ailleurs, je l'ai décrit à ma grand-mère et à ma mère. Ma mère me dit non, hors de question, ça n'existe pas, tu as dû rêver. Et ma grand-mère, en fait, me montre une photo de mon grand-père à l'époque, et que je n'avais jamais vu, puisqu'il est décédé bien avant mon arrivée. Et bah, je m'aperçois que, bah, en fait, c'est mon grand-père. D'accord, donc tu as pu confirmer par rapport à ce que tu as vu que c'était bien, bah, tes perceptions étaient confirmées par la réalité quoi, de ton histoire familiale, quoi. Tout à fait. D'accord. Et comment ça va être pris par ta mère, par ta grand-mère, cette perception? Du coup, ils découvrent aussi que tu as ces perceptions et que tu peux voir des choses. Ouais. Alors, bah, forcément, alors je suis désolé, je vais qualifier certaines personnes de moldus, ça tu pourras couper, mais, mais en fait, Oui, c'est un lorsque... terme affectif pour le coup. De quoi? C'est un terme affectif dans ta bouche, donc c'est. Oui, tout à fait. Ah ben, mais bien sûr, ouais. Mais j'adore le monde, j'adore les gens, même si je dis très souvent, non, je n'aime pas les gens, mais en fait, c'est un non, je n'aime pas les gens qui ne veulent pas voir, en fait. Les gens très ouverts, c'est pas dérangeant du tout. Par contre, il y a des gens terriblement fermés. Et même quand tu leur prouves les choses, ben, ils restent fermés quand même. Et ça, c'est Mhm. dommage. Et donc, je me souviens déjà plus de ta question, je suis désolé. Oui, par rapport à la découverte du coup de ces perceptions par ta mère, par ta grand-mère, quelle était la réaction? Eh ben, ma mère, très très fermée à l'époque, me dit non, non, Michael, c'est des conneries. Et ça a duré jusqu'à mes 17 ans quand même. Alors qu'il y a des gens qui venaient quand même se faire soigner à la maison. Il suffisait que je leur parle, il suffisait que je touche avec mes mains et la personne repartait soit en pleurs, soit en disant ah, c'est merveilleux, j'ai plus mal. Et donc, malgré ça, mon beau-père et ma mère ne croyaient pas. Il n'y a qu'aujourd'hui, j'ai 38 ans et aujourd'hui, ma maman bah, croit parce que je lui fais des soins, parce qu'elle s'est ouverte à des choses, je lui explique des choses. Tandis que ma grand-mère était déjà quelqu'un de très, 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 très ouverte en fait. Et D'accord. elle disait pourquoi pas. Elle disait pourquoi pas. Mhm. Donc, étant donné que le pourquoi pas était là, bah oui, effectivement, je me confiais beaucoup plus à ma grand-mère à l'époque et elle me confortait dans l'idée que bah, il fallait que je continue à découvrir. D'accord. Donc elle t'a poussé un petit peu à l'exploration aussi, à la curiosité. Ouais. Et Tout à à ne pas fait. avoir peur, parce que je suppose quand même que ça peut faire peur quand même à cet âge-là. Ça fait très peur aux gens. Ça fait très très peur aux gens. C'est pour ça que bah, quand ça fait peur, on dit non, ça n'existe pas, étant donné que par nos propres perceptions, on n'arrive pas à voir. Donc forcément, alors que voir, c'est simplement une sensibilité à développer. Voir, c'est aussi toucher, c'est aussi avoir des sensations. Tu parles de sensibilité, je pense que c'est le mot important, hein. Quel que Tout à soit fait. le mode de sensibilité, il y a, je pense, énormément de possibilités, mais c'est développer cette sensibilité. Et aujourd'hui, il y a énormément d'outils pour développer cette sensibilité, cette intuition, cette, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Il y a énormément de choses. D'ailleurs, dans la famille, il y avait déjà ma tante à l'époque qui était prise pour une sorcière, puisque elle aimait tout ce monde invisible. Et pendant très très longtemps, elle a adoré ce monde invisible. Bon, maintenant, elle a 60 et quelques années. Bon, elle tourne très mal, malheureusement pour elle. Mais donc elle réfute tout ça. Mais oui, pendant de nombreuses années, en fait, elle a été dans ce monde. Ouais. C'est vrai que c'est un monde qui n'est pas forcément intégré à nos sociétés. Et pourtant, enfin, c'est intégré, disons, d'une façon cadrée, enfin,
encadré dans le sens où, par exemple, la religion avait à un certain moment, je pense, le monopole en quelque sorte de l'invisible. Euh, et c'est très lié dans notre histoire, je pense, au niveau de l'histoire de France, c'est très lié à la religion. Selon mon avis, ça appartient au domaine de la religion. À partir du moment où on passe dans quelque chose de laïque, en fait, il y a plus, ça n'existe plus, en fait. Ça appartient à plus à personne, finalement, ça n'existe plus. Oui, tout à fait, mais il faut savoir aussi que la religion a expliqué des choses à leur convenance. C'est-à-dire que on va parler d'Adam et Ève, on va parler des anges, on va parler de tout ça, mais c'est à leur convenance. Ça va tout le temps dans leur sens. Oui, ça Il sert y des a beaucoup, intérêts particuliers aussi. c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été cachées, qui ont été masquées. Il y a beaucoup de livres, par exemple, qui existent au Vatican, dans les bibliothèques du Vatican, où on n'aura jamais accès à ces livres. Se soigner tout seul, par exemple, soigner les gens par la nourriture, par les mots, par les mains, par tout ça, eh ben, très très longtemps, ça nous a été caché. Pourquoi? Bah, simplement parce il y a beaucoup de lobbies. Enfin, je suis pas dans le conspirationnisme, mais ça a été très très longtemps caché pour pas qu'on y ait accès en fait. Très souvent, pour mettre ça un peu justement en forme de... pour fermer un petit peu l'idée de s'intéresser à ses capacités, on parle de dons. Donc Oui, ça implique qu'il y a des personnes finalement, quelques personnes qui l'ont, mais c'est rare quoi. En fait, c'est pas grand monde quoi. C'est très oui, rare. alors que non. Alors que non, parce que tout est accessible à tout le monde. Ce que je fais au quotidien, l'hypnose, ça s'apprend. Les soins énergétiques, ça s'apprend. Mais ça se développe aussi par notre propre sensibilité, en fait. Exactement. Je pense que c'est vraiment important de le dire. Et toi-même qui depuis l'âge de 7 8 ans qui a ces perceptions, tu le vois comme ça, tu le perçois comme ça. Tout à fait. Bah, par exemple, voir les auras, tout ça, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend par l'hypnose, par exemple. Tu vois, ça s'appelle une synesthésie. Et ben, c'est quelque chose que tu peux acquérir par l'hypnose. D'accord. Et donc toi, vers l'âge de 12 13 ans, tu vas au collège, je suppose. Mhm. Comment ça va se développer ces capacités? Est-ce qu'elles vont se modifier aussi dans le temps? Alors, mes capacités, bah, c'est simple. Jusqu'à mes 17 ans, je te dis, j'ai essayé de développer tout ça. Jusqu'à mes 17 ans, les fermer et croire ma maman en me disant, bah, effectivement, c'est des conneries, faut que je sois comme tout le monde. Parce que au collège, bah, j'étais tout le temps tout seul. Et en fait, il y a beaucoup de signes qui me montraient que, effectivement, je savais les choses avant même qu'elles arrivent. Je voyais les choses arriver. Et je disais au tout départ que c'était mon intuition ou alors que c'était du hasard, c'était dû au hasard. Tout ça, c'est dû au hasard. Mais bizarrement, sur 10 réponses que je donnais, 10 réponses étaient justes. Enfin, Ouais. je suis quelqu'un avec un cerveau très cartésien quand même. J'adore les maths, j'adore tout ça. Et il faut que je comprenne comment ça fonctionne pour ensuite réaliser les choses. Et beaucoup de gens que je rencontrais me disaient, d'anciennes personnes que je rencontrais me disaient, oh non, mais Michael, fais, fais, peu importe comment ça fonctionne, fais. Tu as la capacité de le faire, fais-le. Tu as la sensibilité pour, fais-le. Sauf que non, il fallait absolument que je comprenne avant de pratiquer. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans pour que ça change justement? Eh ben écoute, j'ai voulu tester l'autre côté du monde, c'est-à-dire que j'ai écouté ma maman, et puis j'ai dit bah oui finalement, ok maman, ça n'existe pas, ça n'existe pas malgré que je tirais les cartes, je m'amusais tout le temps avec un pendule, je guérissais les maux de tête, les maux de dos, tout ça, mais j'ai dit bon ok maman, je veux bien te croire, ça n'existe pas. Un Mhm. déclic comme ça dans ma tête, j'ai dit non, ça n'existe pas. Et à partir de là, tes perceptions se ferment du coup. Alors, mes perceptions se ferment pas puisque je continue tout le temps à jouer avec mon pendule, mes cartes, un peu chelou comme mec quand même, hein. Et je continue tout le temps à dire des choses quelquefois qui sont dénuées de sens pour beaucoup, et pourtant la personne qui les reçoit, ça la frappe vraiment intérieurement Ouais. et les émotions montent. Mais quelquefois, je sortais à l'époque des choses et je pouvais pas m'en empêcher.
Les choses étaient plus fortes que moi. Il fallait que je dise ça à 7 personnes, donc je disais ça à 7 personnes. D'accord, donc Donc, ça, ça s'est pas totalement fermé, mais moi, je me suis dit, bon, Mika, stop, stop, on arrête les bêtises là, on va essayer de vivre comme tout le monde. c'est ça. Je pense que aussi, bah, bien sûr, l'éloignement des autres fait qu'on a envie de se rapprocher, tout simplement, quoi. Bien sûr. Donc, et en tant que justement, à partir de ce moment-là, je pense que tu vas construire aussi ta vie, je dirais, j'allais dire plus classique, mais finalement c'est aussi classique, hein, quelque part, d'avoir les capacités, mais une vie, disons, plus commune, hein, moldue, pour reprendre ton expression. Ouais, tout à fait. Euh, et là, tu vas exercer un ou plusieurs métiers à ce moment-là? Ah oui, je vais exercer plusieurs métiers. Depuis tout petit, attiré par l'armée, puisque je me dis, voilà, j'ai des convictions, il faut que je défende mes convictions. Et ma conviction, c'est pas de faire la guerre, justement, c'est d'avoir un monde en paix. Et être à l'armée, pour moi, c'est participer à la paix. Participer à la paix, aider les populations et tout ça. Donc, je m'engage à l'armée. Et pendant 5 ans, durant 5 ans, j'exerce le métier de militaire. Je pars en Côte d'Ivoire, je pars en Guyane, etc. Et oui, j'ai l'impression d'aider puisque je fais des mandats ONU, je fais des choses comme ça. Je fais des stades, par exemple des stades en Côte d'Ivoire, tout ça. Et je rencontre des gens vraiment exceptionnels et je m'ouvre à plein de choses. Mais ce Hmm. monde me poursuit puisque les gens que je rencontre sont forcément dans ce monde-là. Et comme dû au hasard, Ouais. même si le hasard n'a pas sa place. Il y a un effet de résonance qui se crée avec des personnes de ces différentes Côtes d'Ivoire. En plus, je pense que tu es dans une autre culture aussi, donc il y a d'autres perceptions, d'autres façons de voir les choses par rapport à ces perceptions. Tout à fait. Et puis je rencontre des gens qui m'invitent à des rituels, des choses comme ça. Je trouve ça assez bizarre parce qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive. Il n'y a qu'à moi que les choses, à l'époque, louches arrivent. Mais bon, bah voilà, c'est pour me conforter aussi dans mon monde et puis pour me rappeler à ce monde-là. Aujourd'hui, je le perçois comme ça. Ouais. Mais à l'époque, je me dis, mais c'est bizarre. Tous les gens louches, ils m'arrivent à moi. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un rappel à ce moment-là, justement, tu me parlais de cet être bleu, enfin ce grand-père en fait, hein. Est-ce qu'il t'est revenu entre-temps plusieurs fois ou une plusieurs fois? Alors, pas mon grand-père, ma grand-mère. Ma grand-mère, si tu veux, est décédée le jour de mon anniversaire, le 5 mars. Et le 5 mars, je pars en Guyane. Impossible d'être au décès de ma grand-mère. Impossible d'être à l'incinération de ma grand-mère. Et ma grand-mère m'apparaît en rêve durant pratiquement 4 mois. Durant pratiquement 4 mois. Et premier rêve, je me réveille. À l'époque, j'avais une chaîne avec une pépite d'or. Et cette chaîne avec cette pépite d'or se retrouve dans la salle. Je suis donc en opération extérieure en Guyane. Et je monte la garde. Et je m'en vais dormir après ma garde, j'ai ma chaîne au cou et cette chaîne se retrouve dans la salle où on monte la garde, par terre, attachée, attachée, et je ne l'ai plus au cou. Je me réveille en rêvant de ma grand-mère, je me réveille en pleurs. Et là, la première chose que je touche, c'est ma pépite d'or et elle n'est plus là, elle a disparu. Ouais, à ce moment-là. La salle de garde est dans un noir complet et là, je m'arrête, il n'y a que les écrans de PC qui sont allumés, je m'arrête, je regarde par terre alors qu'il fait noir et je prends ma pépite et je me raccroche ma chaîne au cou. Et après, à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose dans ma vie, ma chaîne en or avec ma pépite en or, se retrouvait au pied de mon lit, attachée. D'accord, un phénomène très curieux, ouais, à chaque fois qu'il Ouais, t'arrive. phénomène très très curieux. Et à chaque fois, ma grand-mère, quand ce phénomène arrivait, ma grand-mère m'apparaissait dans mes rêves. Et elle continue donc, je pense, à te soutenir tout simplement, à te parler. Ouais. Tout à fait, mais elle ne m'apparaît plus aujourd'hui. Elle ne m'apparaît plus. Par contre, bah voilà, quelquefois, oui, effectivement, je lui demande son aide. Ouais. Il y a ce lien qui est toujours présent. Je pense que c'est un témoignage important parce que souvent, c'est vrai que les personnes ne vivent. Enfin, il y a beaucoup de gens, je pense, qui vivent des choses similaires en fait, hein. Mais il y en a Bien sûr. tellement peu qui en témoignent en fait, alors que c'est quelque chose qui Bah, pourrait apporter tellement, je pense, aux personnes. il y en a peu qui en témoignent pour la simple et bonne raison, c'est que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Hmm. Alors qu'on est nous et on n'est pas, voilà, on n'est pas censé se faire juger par les autres.
Mais à partir du moment où déjà tu as peur du regard des autres sur toi, comment veux-tu pouvoir être toi réellement? Exactement. Et ça nous prouve aussi que, bien souvent, hein, mais c'est vrai que ça s'est vu déjà dans le passé, mais la connaissance, ou en tout cas le partage de la réalité que nous on vit, dépend en grande partie de notre liberté aussi qu'on s'accorde à nous-mêmes, quoi, hein. Tout à fait. Voilà. Ça vaut pour des découvertes scientifiques comme pour des découvertes humaines, je dirais. Exactement. Donc ensuite, après l'armée, après mes 5 ans et demi d'armée, je décide de faire une resignature de contrat. Et à l'époque, bah, les choses en France, la politique en France fait que le président qui passe dit, bah écoutez, maintenant l'armée coûte cher. L'armée coûte cher, les retraites coûtent cher. Donc il demande aux gradés de l'armée de stopper les contrats à 11 ans. Alors c'est pas dit mot pour mot, mais on s'aperçoit que beaucoup de personnes arrivant à 11 ans de service bah, se font dégager de l'armée. Donc on peut en conclure que on a demandé quelque part, j'ai aucune preuve pour apporter ça, hein, mais on a demandé quelque part à ne plus payer les retraites. Donc du coup, je décide de faire une non-resignature de contrat et de partir dans le civil en tant que conducteur routier. D'accord, donc reconversion professionnelle à ce moment-là. Ouais. Tout à fait, où je vais exercer durant 6 ans. Durant 6 ans, il y a ce métier de conducteur routier. Alors là, Tout est-ce que à fait. justement il y a des rencontres qui se font ou des expériences qui vont se faire? Alors, il y a beaucoup d'expériences qui vont se faire. Donc, je rencontre mon ex-femme maintenant. Je peux dire ex-femme puisque je suis divorcé. Je rencontre ma femme à l'époque. J'ai une petite fille qui a 7 ans. Et je rencontre des gens qui paraissent beaucoup louches à beaucoup, mais qui, quand ils me parlent, en fait, bah, tout ce qu'ils me disent me paraît très crédible et me paraît tellement limpide. Je comprends des choses, mais ça depuis tout petit, je comprends des choses et j'ai des discussions avec des gens d'un niveau social totalement différent du mien et j'arrive à suivre des conversations et à comprendre des choses qui ne sont pas censées être sur mon niveau, en fait. Hmm. Donc, je rencontre des gens formidables et puis bah, je commence à renouer un petit peu avec mes perceptions, même si je suis adulte. Et, mais bon, j'en parle à peu de personnes, à peu de gens, Ouais. pour pas être trop chelou à leurs yeux, à Oui, l'époque. et puis je pense que ça permet aussi de. Est-ce que ça va t'aider justement dans tout ce que tu fais, dans toutes les décisions que tu dois prendre, les gens que tu fréquentes, de mieux comprendre ce qui se joue derrière ce que te disent les gens, au niveau de la confiance, au niveau simplement du travail, au niveau de. Voilà, de cette vie. Bah, je m'aperçois que je parle beaucoup aux gens et je conseille beaucoup les gens. Je conseille beaucoup les gens sur leur vie parce que beaucoup de gens viennent à moi et me racontent leurs problèmes. Hmm. Donc je me dis, c'est bizarre. Il y a énormément de gens qui viennent me voir à l'époque et qui me racontent leurs problèmes. Et la problématique, en fait, bah, j'y suis pour pas grand-chose. Je l'analyse et je donne vraiment un conseil qui me sort de je ne sais pas où, mais je donne un conseil où je dis une phrase et qui fait réfléchir les gens. Et là, je me dis, mais il y a un truc. Il y a un truc. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais il y a un truc. Pourquoi je sais telle ou telle chose? Pourquoi, quand je regarde une personne, je lui dis, il te manquerait pas ça, ou t'aurais peut-être ça à travailler sur toi et ça irait peut-être mieux. À l'époque, je n'en sais strictement rien, mais ça m'arrive très souvent de dire des choses peu communes en fait. Tout à fait, il y a cette transmission qui se fait naturellement, en fait, tout simplement. Et les personnes, à quel moment il y a des personnes, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont dit justement, toi, tu as ces capacités, toi, voilà, Ah ben, très souvent, en fait, on me dit, Michael, tu es médium, Michael, tu es un voyant, Michael. Et moi, à l'époque, le terme médium me fait très peur. ouais. Le terme médium me fait très peur parce que, bah, voilà, coupé de tout ça, oui, effectivement, je voyais des choses. À l'époque, en tant qu'adulte, je voyais plus trop les choses puisque j'avais fermé tous ces canaux. Mais je recevais tout le temps des informations et limite, alors c'est limite des voix qui me disaient fais ça ou dis ça. Donc, je me disais bon bah c'est moi qui me dis mon intuition qui me Ouais. dit c'est Tu ça ou pouvais ça. remettre ça dans un cadre sécurisé, quoi. Ouais.
C'est ça, on va remettre ça dans un cadre très, très normal, très normalisé pour justement dire, bon, bah voilà, effectivement, je ne suis pas fou. Hmm. C'est important parce que c'est vrai que souvent on peut avoir cette peur surtout quand on a ces perceptions qui sont fortes, hein, qui arrivent comme ça, qui sont nombreuses, de devenir fou quoi, par rapport au reste. Euh, et ça fait du bien, et je sais que ça fait beaucoup de bien quand on entend quelqu'un d'autre qui parle de la même chose, qui vit la même chose, Tout et à de fait, pouvoir le partager. Ouais. tout à fait. Mais à l'époque, je suis marié avec une femme qui ne croit pas du tout en tout ça non plus. Ah oui, bien sûr, il y a la vie de couple, Eh ben oui. il y a les enfants, il y a tout ça, donc c'est sûr que. Voilà, tout à fait. Et en fait, oui, je croise des gens qui sont médiums. Tout autour de moi, il y a tout le temps eu des médiums. Et ça me rassure quelque part de les entendre dire, mais t'inquiète, t'inquiète pas, Mickaël, ça va se faire, t'inquiète pas. Et ça me rassure quelque part, mais en même temps, ça me fait peur parce que à chaque fois que quelqu'un me voyait, il me disait, waouh. Mais pourquoi waouh? On me disait, oui, t'es une âme pure. Je disais, mais attendez, mais stop. En fait, je suis quelqu'un comme tout le monde. Arrêtez vos bêtises. Tout le monde me dit waouh, mais vous dites waouh à tout le monde ou quoi? On me dit, non, 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 non. Mais tu sais pas qui tu es. Ben, écoutez, je suis moi, simplement moi. Mais à l'époque, oui, effectivement, ça rassure, mais ça fait aussi très peur de rencontrer des gens qui te disent des choses sortant de nulle part, bah, comme moi je faisais aux gens en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Mais je l'analysais pas puisque c'était moi qui disais des C'était choses toi, mais aux quand gens. c'est les autres, effectivement, ouais, c'est moins drôle. C'est moins drôle d'un coup. Et à quel moment tu te dis, j'ai envie de rouvrir ça, d'explorer ça? Oula, alors je demande le divorce. Je demande le divorce. Je commence à vouloir arrêter de fumer. Pourtant, je viens de demander le divorce. Et je me dis, bah, il va falloir que je m'occupe l'esprit. Et je vais faire en sorte de retrouver tout ce que je faisais avant, tout ce que j'aimais avant. Et là, je demande une séance d'hypnothérapie un- à une personne, à un hypnothérapeute du Nord, parce qu'à l'époque, j'habite dans le Nord. Et là, il me conseille un livre. Donc, on fait une séance d'hypnose et il me tend un livre. Il me dit, vous aimez lire? Bon, à l'époque, j'aimais lire, mais que des choses qui m'intéressaient. Ouais, Tout ce qui est roman, tout ça, je détestais ça. Et il me tend les quatre accords Toltec et il me dit, lis, tu comprendras. Et alors, bon, bah voilà, jusqu'à la prochaine séance d'hypnose, je fais OK, bah pas de problème, ouais. Alors, je suis vraiment pas certain à l'époque de le lire. Hein. Je dis, ouais, ouais, ça se trouve, je vais lui rendre, je vais pas le lire. Hein. Je vais dire qu'il était bien, comme ça, il sera content. Et en fait, c'était déjà trois ou quatre ou cinq fois qu'on me parlait de ce bouquin. Et je dis, mais bon, bah, ce bouquin, je sais pas ce qu'il a, mais bon, on m'en parle beaucoup, je vais le lire. Et je commence la préface, je commence les premières lignes. Et là, je dis, mais en fait, il parle de moi, ce livre. Alors effectivement, c'est du développement personnel, hein, mais je dis, mais il parle de moi, mais il me décrit. Et puis à partir de là, bah, je commence à lire ce bouquin. J'arrête parce qu'à un moment, il me saoule. Et je reprends ce bouquin au moment où ça travaille dans ma tête. Et à partir de là, je finis le bouquin. Et je dis, mais ouais, en fait, c'est trop ça. C'est trop ça. On m'a inculqué des choses, on m'a dit de faire des choses, mais j'étais petit. J'étais petit, donc forcément, j'avais pas spécialement l'âge de raison. Et si aujourd'hui, je me faisais mes propres conventions, si aujourd'hui, je faisais mes propres choix, ouais. mes choix pour ma vie, et je découvre en même temps, dans le même interespace, je découvre le bouddhisme. D'accord, donc il y a cette ouverture vers le bouddhisme. Et par quel biais justement ça arrive, par quel chemin? Par un ami à moi, par un ami à moi qui est un ami bah, de mon ancien couple, on va dire, puisque c'est un ami de mon ex-femme, qui s'appelle Olivier et qui pratique déjà le bouddhisme depuis au moins 18 ans. Au moins 18 ans, et il me dit, et je l'appelle au téléphone et je lui dis, bon ben voilà, Olivier, je divorce. J'ai demandé le divorce. Avec le sourire en plus, je lui dis. Donc il me dit, mais comment ça, Michael? Il me dit, bah écoute, je vais venir en parler avec toi. Et il fait le déplacement Paris jusqu'au nord
pour venir en parler avec moi. Et à partir de là, je lui dis, écoute, tu sais, Olivier, j'ai lu la Bible, j'avais commencé à l'époque à lire la Torah, j'ai lu le Coran, et tout ça, ça me parle pas. Ça me parle pas, c'est des belles religions, c'est des religions d'amour. Pour moi, c'est une continuité, mais ça ne me parle pas. Je lui dis, et toi qui pratiques le bouddhisme, tu fais quoi? Comment tu pratiques? Qu'est-ce que tu fais? Et donc, il m'explique un petit peu. On passe toute la soirée, voire toute la nuit à en parler. Et finalement, donc il part. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit, bah écoute, si tu veux, j'ai une pratique bouddhique chez un ami. Si ça t'intéresse, viens. Et là, je me déplace. C'est un dimanche, je me déplace. Et là, alors, à l'époque, j'ai cru que j'étais sorti de mon corps, que j'avais fait une sortie astrale et que je m'étais retrouvé dans un lieu un peu formidable où je suis d'une grande prairie avec un grand arbre, avec tout plein de lucioles qui volent partout. Et je suis dans les airs. Et pendant toute la pratique, en fait, je suis sur les genoux à la méthode des Japonais. Et je reste 1 heure et demie comme ça. Mais pour moi, quand ils arrêtent leur pratique, ça fait 3 minutes qu'ils ont commencé. Alors que ça fait 1 heure et demie. Et donc, ce gros arbre avec un soleil radieux, j'ai tout le temps ce souvenir qui cogne. Et je lui dis, Olivier, en fait, voilà ce que j'ai vu. Donc, étonné, il me dit, OK, d'accord, mais tu peux me décrire un peu cet arbre, tout ça. Et en fait, je vais sur Google, je tape arbre Bouddha et je tombe sur l'arbre du Bodhi qui est en fait l'arbre que j'ai vu dans mon rêve, on va dire. Et en fait, il me dit, ah ouais, très intéressant quand même. Il me dit, c'est l'arbre où Bouddha s'est éveillé, s'est éveillé. Et à partir de là, je dis, bon, bah écoute, je veux pratiquer. Ouais. Pour toi, là, je pense que c'est aussi bon, j'allais dire un signe, mais oui, une forme de signe, hein. Bien sûr, Quelque chose pour toi, en fait, qui te parle et profondément, quoi, qui était vraiment présent. tout à fait. Cette pratique, Et, aujourd'hui, elle a bien sûr, je pense, il y a eu différentes phases, hein, je suppose. ouais, tout à Et fait. elle est toujours active, c'est ça? Ouais. Alors, elle est tout le temps active. Je la pratique pas comme tout le monde, mais elle est tout le temps active. Le bouddhisme que je pratique se pratique devant un parchemin qu'on appelle le Gonzon, qui représente la voie du milieu. C'est la pratique du Sutra du Lotus, en fait, qui est apparu en 1272 avec Nichiren Daishonin, qui est un moine, qui est un moine prêtre de l'époque bouddhiste au Japon, et qui met à jour on va dire un poème et qui résout en fait le poème en une seule phrase qui est Nam Myoho Renge Kyo, c'est-à-dire je m'harmonise avec tous les êtres vivants sur cette terre. C'est l'une des nombreuses traductions qu'on puisse faire. Et en fait, il s'aperçoit que Nam Myoho Renge Kyo, le titre en fait de ce poème, résout tout le poème. Et donc la pratique, en fait, c'est une pratique très très simple. Hein, c'est dire Nam Myoho Renge Kyo, le dire rapidement en fait, et vraiment se connecter à cette énergie en fait. D'accord. Et, et donc ensuite, il y a deux petits versets à lire en phonétique, en japonais. Et puis ça passe très très bien. Hein. C'est Et c'est une pratique en fait qui, à l'époque, me réjouit vraiment alors que je suis en plein divorce. Enfin, chose assez improbable. ouais. Et on me dit, Michael, fais confiance. Bon, ok, je fais confiance. Et effectivement, je pratique avec en tête, bon, bah voilà, faut que tout s'harmonise, voilà. Et en fait, je m'aperçois qu'en fait, beaucoup de choses s'harmonisent. Et là, je me dis, waouh, impressionnant. Ouais. Donc, les gens, en général, le pratiquent 1 heure devant l'orgone zone, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Moi, je n'ai pas forcément le temps de le faire. J'ai pas forcément le temps de le faire 1 heure le matin, 1 heure le soir. Mais comme il y a pas de choses bien définies et bien strictes, comme dans d'autres religions, en fait, je pratique à ma manière.
Normalement, il y a des réunions qui se font entre les pratiquants. Je n'en vois pas l'utilité, moi, personnellement. Donc, je ne vais pas aux réunions. Et aujourd'hui, avec le coronavirus, bon, bah, voilà, les réunions ont été supprimées. Bien sûr, ouais, je pense. C'est intéressant ta vision justement du bouddhisme. Souvent on parle des énergies dans le bouddhisme, mais on a peu de témoignages de personnes qui ont pu vivre l'expérience. En fait. Quelle expérience? Et on parle beaucoup d'expérience dans le bouddhisme. Hein. Expérience d'éveil, évidemment, du Tout à fait. Bouddha. Bon, voilà. Mais on parle aussi de tout un tas d'expériences. Les gens sont plus ou moins parleurs selon les courants aussi dans le bouddhisme. Hein. On n'a pas toujours le même niveau de parole, le même niveau d'écrit aussi des expériences. Certains disent que c'est plutôt personnel, intime, que ça fait partie de la vie spirituelle de la personne, donc on ne va pas vouloir trop les répandre. Euh, Toi, comment justement par rapport à cette vision des énergies, tu as ressenti le bouddhisme? Oh, comment j'ai ressenti le bouddhisme? Alors, comme je vois les choses en couleur, quand je pratique, peu importe mon état de vie, c'est-à-dire peu importe dans quel état je suis intérieurement, quand je commence à pratiquer, il y a de belles couleurs jaunes, jaunes, vertes qui viennent. Bah, le vert qui va symboliser le cœur et le jaune, la confiance en soi, mais aussi quelque chose qui va te remonter dans tes énergies, en fait. Et tu sens effectivement qu'il y a un ancrage qui se fait et des énergies qui arrivent, mais des énergies de folie, quoi. Et quand tu pratiques, ça te redonne le sourire. Ça te redonne le sourire et le moral. Donc, je me dis, pourquoi pas? Je Hmm, me dis, pourquoi pas? Mais c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. ouais. Du coup, est-ce que tu as pu avoir la perception de qu'est-ce qui se passe en fait au niveau subtil? J'entends bien ce que tu dis par rapport aux perceptions visuelles, etc. Mais est-ce que tu as essayé d'aller plus loin, disons, par curiosité dans l'exploration, ou ce que tu as pu ou pas? Hein, Alors, j'ai été plus loin personnellement. Maintenant, je n'en parle pas en général avec les pratiquants, puisque pour eux, bah, c'est comme beaucoup de pratiquants en fait, comme beaucoup de pratiquants de beaucoup de religions. Pour eux, il n'y a que le bouddhisme qui est bon et il faut pas partir à droite, à gauche. Seulement, bah, je peux pas ignorer mes perceptions. Et quand je pratique et que je me connecte vraiment subtilement à cette énergie, euh, eh ben je voyage. ouais. Je voyage et ça m'apporte énormément de choses. Ça m'apporte énormément de. J'ai des réponses qui viennent, beaucoup de réponses qui viennent. Donc je me dis que quelque part, dans le bouddhisme, on parle de la neuvième conscience. Je me dis que quelque part, on a accès à une banque de données, on va dire, à une banque de données qui, par rapport à nos problématiques, nous apporte des réponses. Mais ça, que ce soit le bouddhisme ou une autre forme de religion, attention. Oui, oui, totalement. Ouais. Il y a cette notion de se relier, quoi, tout simplement, quoi, hein, se Tout à relier. fait. Ouais, ouais. Et tu as cette pratique du bouddhisme. Alors, à quel moment, justement, cette pratique aussi s'ajoute, hein, s'ajoute au bouddhisme? Tu as fait une séance d'hypnose, tu as fait plusieurs séances d'hypnose, du coup. Oui. Et tu te dis, c'est peut-être pour moi aussi d'aller chercher un peu de pratiquer tout ça. Ah bah tout à fait, oui. Bah donc bah, je me remets à faire à traiter les gens énergétiquement. Je commence à faire déjà des stages parce que bah, à l'époque pas confiance en moi, parce que je m'étais fermé de ce monde et que bah, peut-être heureusement d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus ancré et que je suis beaucoup plus mature pour comprendre ces choses-là. Et je l'aurais peut-être été moins si je m'étais pas fermé. Bien sûr. Si j'avais continué dans ce monde, je pense que enfin, oui, si j'avais continué et que j'avais pas fermé ces portes, je pense que je serais très souvent dans la lune. Ouais, Je serais pas ancré du tout. tu as vu une expérience quand même très terrestre, la plus terre à terre qu'on puisse vivre, c'est celle de militaire, je dirais. Hein. Ah bah oui, oui, très clairement, très très clairement. Et donc, je commence à traiter les gens, je commence à faire des formations. Ok, je tombe sur des gens pas forcément bien au tout départ. Et puis, je tombe sur des gens que je qualifierais de loufoques au tout départ et qui finalement se révèlent très pertinents sur leur perception, tout ça. Et pourtant, au premier abord, très loufoques, très curieux, très chelou. Et ben, je m'aperçois que en fait, je suis comme eux. Je suis comme eux. Ils m'expliquent beaucoup de choses. Ils me rassurent sur mes perceptions. Ils me rassurent sur énormément de choses.
Et puis, je fais ces séances d'hypnose pour essayer, j'ai bien dit essayer parce que j'ai tout le temps pas arrêté de fumer, mais et pourtant ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien l'hypnose puisque je le fais au quotidien. Ouais, Mais en fait, à l'époque, j'ai pas envie d'arrêter de fumer. Je veux arrêter de fumer pour de mauvaises raisons. Et à l'époque, j'ai plein d'autres problèmes à résoudre avant d'arrêter de fumer. exactement. Aujourd'hui, fumer, c'est quelquefois un plaisir. Donc, je vais me fumer une clope, je vais me détendre, je vais me relaxer. Alors que d'habitude, les gens viennent pour arrêter de fumer parce qu'ils en ont marre pour leur santé, pour machin, pour plein de choses. Moi, aujourd'hui, je fume, mais j'ai pas envie d'arrêter de fumer, donc je vois pas pourquoi j'arrêterais. Exactement. Oui, tout bonnement. Et puis je me dis, pourquoi pas commencer à lire des livres sur l'hypnose. Je commence à me renseigner sur le net, je commence à acheter des bouquins sur l'hypnose, je commence à me renseigner autour de moi, et puis je veux prendre des cours sur l'hypnose, mais ça coûte très cher. Ça coûte très très cher, et là je tombe sur un individu hors norme qui s'appelle aussi Michael, qui est mon meilleur ami, et qui aujourd'hui est mon meilleur ami, et qui me dit, bah écoute, moi j'ai été formé par un mec au top du top. Alors effectivement, ce mec est au top du top. Et il me dit, bah écoute, si tu veux, Mika, quand je serai formé entièrement, je te forme. Bah, je lui dis, mais bah, ma foi, pourquoi pas? Je lui dis, mais attention, j'ai pas de thune. Il me dit, écoute, on s'arrangera comme on peut. Et puis, bah, effectivement, il se fait former. Et puis, il me forme. Il me forme à l'hypnose de rue, à l'hypnose en thérapie, et à tout ce qu'on peut voir dans l'hypnothérapie, en fait. Et ce monde commence à vraiment être très curieux parce que je découvre des choses mais formidables. Et encore aujourd'hui, je découvre des choses tous les jours mais formidables Hmm. grâce à l'hypnose, Je pense que d'ailleurs. l'hypnose, honnêtement, j'ai l'impression qu'une hypnose, demain, ça sera quelque chose d'enseigné à l'école primaire, j'allais dire, mais Franchement, il faudrait déjà apprendre à respirer, apprendre à se détendre, apprendre effectivement à se mettre dans un état de conscience modifiée qu'on appelle la transe. Ça serait quelque chose de merveilleux. Apprendre ça aux enfants, ça serait quelque chose de merveilleux. En, en hypnose, en état de conscience modifié, on peut apprendre beaucoup plus vite. On a une ouverture sur les choses beaucoup plus réactive, beaucoup plus rapide. Et effectivement, mais ça s'ancre tout seul, en fait. ouais. Euh, c'est là qu'on commence à avoir, j'allais dire, une carte routière hein, de notre fonctionnement intérieur aussi. C'est On ça. arrive au monde, on n'a pas cette carte, hein, on n'a pas cette carte clairement. Et si personne ne nous explique, personne finalement ne nous transmet, bah, on reste un petit peu bredouille, quoi. Enfin, un peu on bricole, quoi. Hein. Tout à fait, parce qu'en fait, l'hypnose, c'est quoi? C'est simplement un outil qui nous permet de passer d'une transe à une autre. Parce que chaque jour, au quotidien, on est tous dans des états de transe. Par exemple, tu vas chercher ton pain d'un point A à un point B, tu connais la route par cœur, tu t'es dans tes pensées, tu n'as plus conscience de je marche pour aller à la boulangerie, acheter mon pain. Hmm. Eh ben, tu es dans une transe. Si demain tu prends ta voiture pour faire un trajet habituel, tu vas être dans une autre transe. Et en fait, l'être humain rentre à chaque fois dans des transes différentes. L'hypnose, c'est l'outil pour passer d'une transe à une autre, simplement. Aujourd'hui, toi-même, tu pratiques l'hypnose. Est-ce que tu proposes des choses justement par rapport à toutes ces capacités, en fait, ces outils pour les personnes? Tout à fait. Je propose donc tout ce qui est arrêt du tabac. Je propose tout ce qui est gestion du sommeil. Je propose tout ce qui est gestion de poids. Alors, même si c'est très très long, hein, même si c'est long, la gestion de poids, je propose quand même la gestion de poids. Je propose la gestion du stress. Je propose rien que de découvrir l'hypnose, déjà. On fait aussi des ateliers pour justement apprendre l'hypnose, mais apprendre aussi l'énergétique puisque je fais également des soins énergétiques. J'ai été formé au Reiki, j'ai été formé à bien d'autres méthodes. Et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'ont formé, qui m'ont aidé à me développer. Et je forme avec Michael d'ailleurs, on forme et d'autres thérapeutes hein, à différentes méthodes de soins. Parce que le Reiki, par exemple, n'est pas
c'est une approche parmi tant d'autres. C'est une porte ouverte Exactement. sur ce monde, en fait. Hmm. Et tu parlais, et est-ce que justement, tu parles de formation, est-ce que tu as pu constater, hein, maintenant aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent aussi à ces perceptions. Moi j'ai Oui. l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui... Bon, il y a Internet évidemment qui a permis une libération, je pense, de la parole, mais au-delà d'Internet, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des perceptions qui leur arrivent, je dirais, de façon totalement, bah, comme toi, 7-8 ans, quoi, totalement... Alors, il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent à beaucoup de choses, et qui prennent peur. Puisque quand ça t'arrive, quand t'as une trentaine d'années, eh ben, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je deviens fou? Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être rassurés par rapport à ces perceptions, justement, qui s'ouvrent. Il y a aussi beaucoup de gens qui, même formés à différentes techniques, style le Reiki, tout ça, qui sont normalement très ouverts, sont très réfractaires à beaucoup de choses. Exemple, on parle de mécanique quantique, de physique quantique. Les gens n'ont pas compris qu'en fait, la physique quantique, on parle d'eux, puisque tout est un, tout est relié, tout est énergie. Mais ouais. ça, les gens ne sont pas dans cette optique de ah oui, effectivement, si on en parle simplement, c'est quelque chose vraiment qui parle de nous. Au lieu de prendre les choses catégorie par catégorie, on ferait bien de tout rajouter et de parler d'une chose en tout. Ouais. On a tendance à beaucoup catégoriser en fait, tout avec notre mental. C'est ça. Il y a tel moment, il y a cette science-là, et en fait, on se rend compte que. Et d'ailleurs, quand on regarde les scientifiques il y a quelques siècles, ils n'étaient pas dans cette catégorie-là en fait. Ils s'intéressaient à beaucoup de sujets en même temps. On comprend aujourd'hui qu'il y a des spécialités, hein, je ne dis pas le contraire, qu'il y a beaucoup plus de domaines de connaissances. Hein. Voilà, je ne dis pas le contraire. Mais pour autant, si on est toujours dans sa boîte à se dire je suis dans mon domaine, je suis spécialiste, et je n'ouvre pas en fait aux autres sciences, je ne veux pas d'interconnexion, on passe à côté, je pense, de solutions incroyables, on passe à côté de compréhension incroyable. Ouais. Bien sûr, de toute façon, si tu regardes bien, par exemple, le scientifique qui va s'intéresser qu'à la physique. Le scientifique qui va s'intéresser, par exemple, rien qu'à l'anatomie des gens, ou alors à d'autres sciences, mais vraiment des domaines bien particuliers. Eh ben, si tu ne t'intéresses qu'à ça et que tu sors pas des sentiers battus et que tu vas pas voir dans d'autres catégories, eh ben, tu passes à côté de beaucoup de choses, en fait. Ah, Puisque tout est interconnecté, en fait. et on le voit, et d'ailleurs ce qui est intéressant en France, c'est qu'il y a quand même quelques scientifiques qui font cet effort d'aller voir un petit peu, notamment des physiciens qui font cet effort d'aller voir un petit peu dans la philosophie, qui s'ouvrent en fait à d'autres possibilités, et on obtient des personnes qui sont capables de parler, d'exprimer aussi à la fois quelque chose d'immatériel, je dirais d'un petit peu théorique, mais en même temps quelque chose de très matériel de la vie, en fait, de la philosophie de vie. Parce que la science nous ramène aussi à nous-mêmes, hein, c'est ça qui est important quand même de rappeler, quoi. Tout à fait, mais attention, faut pas aussi négliger le fait que quand tu annonces une idée, peu importe si tu es connu ou pas, au tout départ, elle est complètement folle. Ensuite, elle devient dangereuse. Et peu de temps après, elle devient tellement logique. Par exemple, la Terre, elle est plate. Elle est plate? Ah bon? Ah bah non, il y a une personne là qui dit qu'elle est ronde. Ouais, mais il est complètement fou. Et puis attention, ce mec, il commence à ramener beaucoup de gens. Donc, il commence à être dangereux parce que tous les gens vont commencer à colporter le fait que cette Terre est ronde. Et aujourd'hui, tu dis à quelqu'un la Terre est plate, il va te dire non mais n'importe quoi. La Terre elle est ronde, tout le monde le sait. Oui, tout Mhm. le monde le sait, mais on est passé par ces trois étapes. Ouais, ouais. J'ai Et l'impression tout ce qu'on... ouais. J'ai l'impression qu'on en est là pour l'énergétique, quoi. Ce qu'on appelle C'est ça. l'énergie vitale. C'est présent dans toutes les traditions du monde, quasiment. On en parle sous des termes, plein de termes différents. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes à travers le monde qui pratiquent ça, qui le ressentent, qui le vivent dans leur corps. Pour autant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et Ah ça non, ça devient n'existe dangereux. pas. Ça devient dangereux. Là, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça devient pas, c'est déjà dangereux. C'est déjà dangereux. Moi, ça fait plus de 15 ans que j'ai pas été voir un médecin. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que j'ai pas été voir un médecin. Alors effectivement, je suis jeune, j'ai 38 ans. Mais ça fait une quinzaine d'années que j'ai pas été voir un médecin. Hmm. Hormis pour me signer un paplard parce que pour faire du sport ou autre chose. Ouais. Mais les médecins, voilà, je connais pas.
Aujourd'hui, quels sont, merci Mickaël hein, pour tout cet échange, quels Mais de sont rien. aujourd'hui, une dernière question en deux, je dirais, en deux axes. Quels sont aujourd'hui tes projets et tes espérances? Ah bah écoute, j'ai monté mon entreprise en 2018. J'ai déménagé de Lille pour être actuellement à Lyon. Et j'aimerais en fait, dans un premier temps, que mon entreprise se développe et que bah, je lâche mon deuxième métier et que je vive vraiment de ce qui m'anime, de ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire bah, faire des soins énergétiques, faire de l'hypnothérapie et, euh, et puis bah, faire des formations en hypnose et en énergétique en fait. Ouais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'aimerais que les gens s'éveillent et qu'ils deviennent vraiment eux-mêmes et qu'ils retirent leur masque. Ça serait vraiment pas du luxe en fait. Ça serait vraiment pas du luxe que les gens vraiment retirent leur masque et soient ouverts aux choses. Hmm. Je pense que ça me simplifierait la vie beaucoup. Tout à fait. Et puis, ouais, je pense que c'est beaucoup en fait de trésors cachés. Moi, comme j'aime souvent le dire, hein, derrière toutes ces connaissances nouvelles, il y a beaucoup de trésors à découvrir, à déterrer, quoi. Bien sûr. Grand merci, Mickaël. Bah écoute, de rien, ce fut un plaisir.